Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Incorrectibles, toujours en exclusivité sur YouTube et nulle part ailleurs. Plus de 100 000 vues pour chacune des deux premières vidéos, alors qu'on a à peine 2 semaines d'existence. Je vous laisse imaginer notre fierté compte tenu du peu de moyens qu'on a et de la taille de notre petite équipe formidable au demeurant. Un immense merci à vous qui nous regardez, qui mettez des pouces levés, vous abonnez à notre chaîne, votre chaîne. Et un immense merci également à vous les contributeurs, petits ou grands, qui par vos dons nous obligez à être dignes de la confiance que vous nous témoignez. C'est grâce à vous qu'on pourra, j'espère, très vite monter encore en gamme et vous proposer plus d'émissions. Pour nous aider à cela, un seul moyen, le lien Tipeee qui figure en dessous de cette vidéo dans la description. C'est grâce à ces dons qu'on espère donc pouvoir continuer à vous proposer ces interviews sans pub ni censure ou pression d'aucune sorte. Alors notre nouvel invité cette semaine promet sûrement d'affoler encore plus les compteurs de vues tant ses interventions ont été suivies chaque fois qu'il m'a fait le grand honneur d'accepter mon invitation. La dernière fois, c'était dans une autre vie médiatique lors d'un débat avec Patrick Buisson qui a marqué les esprits. Il a créé la revue Front Populaire, il est le philosophe français le plus connu au monde, il est souverainiste et surtout, il est un des rares à dire haut et fort ce qu'il pense sans se soucier du qu'en dira-t-on. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'adore. Michel Onfray, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors pour commencer, cher Michel Onfray, avant d'aborder le dernier numéro de Front Populaire ainsi que votre dernier livre, je pense qu'il faut évacuer la petite polémique dont vous avez fait l'objet à propos d'Éric Zemmour. C'était il y a 6 mois, tout le monde voulait savoir si vous seriez candidat et désormais tout le monde veut savoir si vous soutiendrez ou non Éric Zemmour. Vous aviez déclaré sur Europe 1 ne pas exclure de voter pour Éric Zemmour s'il musclait son bras gauche. Alors à la suite de la polémique que cela a suscité, vous avez publié un texte sur le site de votre revue dans lequel vous expliquez ce qui vous démarque d'Éric Zemmour, dont le titre est « Le Zemmourisme ». Lui c'est lui, moi c'est moi. Je vous avoue que ce texte, il est un peu complexe et même parfois nébuleux. Vous y abordez des désaccords à la fois philosophiques et plus prosaïques. Le principal d'entre eux est l'essentialisation à laquelle se livre en permanence, selon vous, Éric Zemmour. Est-ce que vous pourriez rappeler une fois pour toutes, afin de faire taire les mauvaises langues, ce que sont vos principaux points d'accord et de désaccord avec Éric Zemmour ? Moi, je ne me reprocherais pas d'être nébuleux. Je pense que quand il y a des journalistes très crétins, la mesure, c'est plutôt la crétinerie des journalistes plutôt que le caractère éventuellement nébuleux de mes analyses. J'ai fait des analyses où je convoque le nominalisme et le réalisme, qui sont des querelles, qui étaient les querelles des universaux au Moyen-Âge, et je ne suis pas nébuleux. Je pense simplement qu'il y a un certain nombre de journalistes qui disposent de 2 ou 3 neurones et qui ont l'impression que ces 2 ou 3 neurones sont la mesure du débat intellectuel aujourd'hui. Vous l'avez aimablement dit, je l'ai redit, je ne voterai pas pour Zemmour s'il n'avait pas un bras gauche, s'il ne musclait pas son bras gauche. C'est une façon de parler. En disant, effectivement, il a un bras droit et il est très visible, et si son bras gauche existe un jour, parce qu'il est journaliste, il est essayiste, il est polémiste, dit-on, il est candidat, pas candidat, pré-candidat, enfin bon, tout se passe comme si il était déjà candidat, ce que tout le monde aura compris. On a fait une réunion quand même avec 4000 personnes, qui s'intitulait, une rencontre, lui et moi, qui s'intitulait Accords et désaccords, pas un seul papier dans la presse qui soit vraiment, dans la presse mainstream, comme on dit, qui soit honnête. La coupe est quand même offerte à l'Obs, qui a réussi à faire un compte-rendu de la rencontre alors qu'elle n'avait pas encore lieu. C'est formidable. Ces gens qui nous expliquent ce qui va se trouver dit dans une conférence qui n'a pas encore lieu. Formidable. Je pense que là, on est dans les grandes heures de l'Union soviétique. Donc j'ai toujours dit sur ce terrain-là que s'il est un jour candidat et qu'il muscle son bras gauche, je n'exclurai pas de voter pour lui. Ne pas exclure de voter pour quelqu'un, c'est pas voter pour lui. Donc, mais tout ça, c'est compliqué pour bon nombre de journalistes. Donc, dans cette émission avec Eugénie Bastier, qui a duré, je ne sais pas, 45 minutes, peut-être une petite heure, j'ai dit un certain nombre de choses. Notamment que j'étais très intéressé par Fabien Roussel, le patron du Parti communiste français, qui restaurait le peuple old school, etc. Alors là, pas de papier. La presse ne fait pas de papier, j'ai pas dit ça, ça n'existe pas, ça et rien, ça n'existe pas. Je ne sais pas quel est le crétin ou la crétine qui a rédigé le papier dégueulasse avec pour titre « Michel Onfray n'exclurait pas de voter pour Éric Zemmour ». Donc Michel Onfray n'exclut pas de voter pour Éric Zemmour s'il muscle son bras gauche, devient Michel Onfray n'exclut pas de voter Zemmour, ce qui devient dans le cerveau des crétins du réseau. Michel Onfray, qui n'exclut pas de voter Zemmour, va donc voter Zemmour. L'élection n'a pas encore eu lieu, mais Michel Onfray a déjà voté Zemmour.
Donc j'ai effectivement fait un papier, nébuleux vous dites, mais dans lequel je dis il y a plein de choses qui nous séparent. Alors je ne vais pas refaire un cours sur le nominalisme et le réalisme, mais juste dire qu'il est essentialise... Je vous cite, vous reprochez à Éric Zemmour d'endosser plus l'habit maurassien que le costume gaulliste. Voilà. Et bon, ben ça, on peut dire aussi que c'est nébuleux si on ne sait pas ce qu'est le maurassisme, la théorie de Maurras, hein, non pas le mot racisme. Les gens disent aujourd'hui il est maurassien, mais qui est lui Maurras? À un moment donné, Finkielkraut dit qu'il est maurassien. Maurras, il défend la monarchie héréditaire, il est antisémite, il est contre les Anglais, contre les francs-maçons, il est contre les protestants, etc., etc. Je ne sache pas que Éric Zemmour soit antisémite, qu'il soit contre les Anglais et les Allemands. Il y a même le grand rabbin récemment qui a déclaré justement qu'Éric Zemmour était antisémite. C'est quand même je ne sais plus quel étonnant. mot il a utilisé, certainement, je crois. Hein, certainement dans le genre, probablement, dans le genre, enfin il y avait une clause de langage dont il est capable et qui nous fait savoir qu'il est certainement. Sous-entendu, peut-être, probablement, oui, sûrement, bien sûr, etc. Bon, et ça aurait été beaucoup plus clair s'il n'y avait pas eu ce certainement qui est un peu problématique. Mais oui, évidemment, il peut être antisémite, il peut être raciste, si on veut. Quand on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit? Est-ce qu'il persécute les juifs en tant que juif? C'est ça un antisémite. Un juif, c'est un salaud parce qu'il est juif. C'est en gros ce que dit Maurras. Il ne dit pas ça, Zemmour. Il dit, vous allez me faire défendre Zemmour. Mais Zemmour, il dit en gros, un juif qui est assimilé, eh bien c'est très bien parce que il nous faut assimiler tout le monde, juif compris. Et il est lui-même juif. Et il dit, un juif qui vit sa judéité chez lui, son judaïsme, et qui pratique en juif dans son intimité, dans son privé, rien à redire. Il dit la même chose avec les musulmans. Il dit juste dans l'espace public, etc., etc. Bon, je ne vais pas me faire le défenseur de Zemmour, mais je défends la vérité. Est-ce qu'il est gaulliste, ce nouveau... Non, il n'est pas gaulliste, je le dis justement à un moment donné, quand vous dites que je dis qu'il est plus maurassien que gaulliste, le général de Gaulle rassemble, lui il divise. Moi je suis gaulliste en ce sens, et je ne suis pas de ceux qui estiment que l'islam c'est l'islamisme et que ça n'a rien à voir avec les musulmans. C'est lui qui dit une chose pareille, ça n'a pas de sens. Comme si on disait le zémourisme n'a rien à voir avec Zemmour et qui n'a rien à voir avec les zémouriens. Enfin, c'est un peu n'importe quoi. Donc je ne suis pas d'accord avec ça. J'ai dit beaucoup, et je vais rétrécir mon propos, mais que j'étais d'accord sur les constats qu'il faisait, mais pas d'accord sur les propositions qu'il faisait. Je dis, si vous estimez effectivement que tout va bien dans la rue, dans le métro, à l'école, à l'université, dans les banlieues, dans les hôpitaux, que tout va bien, qu'il n'y a aucun problème, si vous pensez ça, bon, là, évidemment, c'est un peu problématique. Il le pense, je le pense aussi, point à la ligne. Lui pense que, il fait une analyse en disant ça va mal parce qu'il y a des Arabes partout, et les Arabes c'est des musulmans, donc il n'imagine pas qu'un Arabe puisse être chrétien, et qu'éventuellement un Blanc puisse être musulman, c'est un peu problématique parce qu'il essentialise. Et moi je n'essentialise pas, et je ne pense pas que le problème vienne de l'islam. En la matière. Ça vient de l'effondrement de la France, de la détestation de la France, de l'enseignement de la détestation, de la haine de soi qu'on entretient depuis mai 68. La France est collabo, elle est pétiniste, elle est vichyste, elle est colonialiste. Et puis maintenant, avec la nouvelle mode, elle a été l'abomination de la désolation. Et aujourd'hui, un Blanc, c'est un héritier de 1492, de la colonisation d'Amérique par Christophe Colomb. Donc les Blancs sont tous des salauds. Et les gens de couleur sont tous des victimes, puisqu'ils ont été victimes en 1492, ce sont donc tous des héros, quoi qu'ils fassent. Tout ça devient problématique. Et donc, je ne suis pas zémourien, parce que Zemmour, il pense qu'il faut un homme providentiel. Lui, bien sûr. Et je dis dans ce texte, nébuleux, qu'il est césarien. C'est-à-dire qu'il se comporte comme Jules César. C'est vrai que maintenant, il faut toujours expliquer, quand on dit césarien, comme Jules César, qui a été un empereur à Rome, etc. Bon, il est césarien, je ne suis pas césarien. Il veut un homme providentiel, je veux le peuple providentiel. Il a une fascination pour Napoléon. Je finis en disant je ne veux pas de Napoléon IV. On connaît qu'il y a eu 3 Napoléons, il faut aussi dire qu'il y a eu Napoléon Ier. Et moi je dis je veux un Proudhon 2.0. Il faut aussi dire que Proudhon est un penseur socialiste, libertaire, etc. etc. Et donc ça devrait suffire pour dire que ma différence est majeure. Et pourquoi donc faut-il qu'il y ait une polémique pour expliquer que je vais voter Éric Zemmour ? Puisque je fais savoir qu'il a enfin pris position sur des questions sociales et que on voit bien qu'il n'aura jamais de bras gauche, et qu'il aura même, utilisons l'expression qui est issue de Charles Fourier, un autre socialiste français du XIXe siècle, un archibras de droite. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas s'entendre si effectivement lui pense qu'il faut partir plus tard à la retraite, travailler plus longtemps dans une journée, travailler plus longtemps dans une vie, bloquer les salaires, laisser les gens à des salaires de misère, etc. Ce qui semble être son cas.
ou s'adresser au peuple en disant on va supprimer le permis à points, vous allez pouvoir rouler bourré, et si c'est l'idée qu'il a du peuple, ça me désole. Ça me désole, et franchement, on n'est pas d'accord sur ce terrain-là. Donc je trouve que l'horizon indépassable aujourd'hui, c'est Zemmour, vous êtes pour, vous êtes contre, etc. Mais si vous passez le temps, précisément, pendant 2h30, ce qu'on a fait lui et moi à Paris, à discuter, à échanger, vous n'avez rien fait. Quand vous dites je vais effectivement peut-être voter Zemmour, j'envisagerais de voter Zemmour, si effectivement il y avait un programme de gauche, si. C'est donc condition, s'il avait. Et non pas quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, s'il avait. Donc c'est soumis à une condition. Cette condition, 2 jours plus tard, 3 jours plus tard, quelques temps après, ça se fait dans la foulée, il dit voilà, mon projet politique c'est ça, mon projet économique, mon projet... Eh bien je dis voilà, l'affaire est réglée, vous vouliez une réponse à la question, je ne voterai pas pour lui parce que c'est un homme de droite qui est césarien, que je ne suis pas césarien, je suis de ceux qui défendent Proudhon, le socialisme libertaire, etc. Est-ce que vous direz, comme certains le disent, que c'est un candidat populiste ? Oui, mais moi j'ai rien contre le mot populiste, je dis moi-même que je le suis. Un populiste c'est quoi? Ça dépend si c'est vraiment le mot juste. Aujourd'hui, plus rien ne signifie rien. On traite les gens de nazis, de fascistes, d'extrême droite, populistes. Vous dites, oui, d'employer à l'envi les termes extrême droite pour qualifier Marine Le Pen ou Éric Zemmour, ça vous choque? Ça veut surtout plus rien dire. C'est exactement... ça renvoie quand même à des heures sombres. Les heures sombres, d'accord, mais c'est la même chose. Moi, j'ai pas beaucoup de sympathie pour Mélenchon, mais quand on parle de Mélenchon comme d'un homme d'extrême gauche, je dis non, c'est pas un homme d'extrême gauche non plus. Il y a un moment donné, il faut que les mots signifient quelque chose. Je l'ai écrit, ça, j'ai relu les mémoires. Vous diriez que c'est un homme juste de gauche? Alors, on va dire que Jean-Luc Mélenchon. C'est un homme de gauche, oui. Mais pas plus que ça, c'est la gauche. Oui, c'est un peu problématique avec lui, parce qu'à une époque, il défendait la nation, après il la défend plus. À une époque, il trouvait que le voile, c'était de l'automutilation, d'une certaine manière. Aujourd'hui, il trouve que c'est formidable, il est islamo-gauchiste, donc c'est difficile de dire où il est. Mélenchon, lui-même, ne sait pas très bien où il en est, ceci dit. Le clivage droite-gauche, il a encore un sens, selon vous? Bien sûr qu'il a un sens. Et c'est pourquoi je suis de gauche. Et c'est pourquoi les gens qui disent « mais mon frère, il rentre pas dans la case, dans la case qu'on lui propose ». Il y a des boîtes à chaussures, la boîte Manuel Valls, la boîte François Hollande, la boîte Poutou, la boîte Artaud, la boîte, j'en ai oublié un, Mélenchon. On fraye dans aucune des boîtes de gauche. S'il n'est pas de gauche, c'est qu'il est de droite. S'il est de droite, c'est qu'il est d'extrême droite, l'affaire est réglée. Je dis que je suis contre l'IMG, non pas l'IVG. L'IMG, l'interruption médicale de grossesse. Virgule, j'ai pas fini ma phrase. Tant qu'elle concerne les enfants, jusqu'à 9 mois, texte qui a été voté entre le 31 juillet et le 1er août, non pas l'an dernier, mais l'année d'avant, et qui autorise, si l'enfant n'est plus votre projet, pour des raisons psychosociales, qui autorise à avorter. Avorter d'un enfant de 9 mois, ça s'appelle un infanticide, ça ne s'appelle pas un avortement, pour des raisons psychosociales. Psychosociales, j'aimerais qu'on s'entende sur ce qu'est le psychosocial. Immédiatement, Michel Onfray est contre l'avortement. Et immédiatement, M. Miller, sa très 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 jeune femme, font un papier dégueulasse dans l'Obs pour expliquer que je suis évidemment contre l'IVG, et que cette dame a elle-même avorté d'un enfant mal formé, qui n'avait pas de cerveau non plus. Et donc, bon, très bien, je veux dire, moi j'ai jamais été contre ça. Mais pourquoi me fait-on dire des choses que je ne dis pas? Je n'ai jamais dit que je voterais Zemmour quoi qu'il arrive. J'ai dit, s'il disposait d'un bras gauche, je pourrais envisager de voter pour lui. Trop subtil. Trop compliqué, trop nébuleux, diriez-vous. Sur cette histoire, vous dites « je suis non pas contre l'IVG, mais contre l'IMG qui rend possible l'avortement jusqu'à 9 mois d'un enfant pour des raisons psychosociales et pas de malformation physique ». Immédiatement, Michel Onfray est contre l'avortement. Ça devient difficile de penser. Enfin, vous êtes d'accord sur bien des constats que fait Éric Zemmour. Il y a en revanche un sujet sur lequel j'ai été étonné que vous ne vous exprimiez pas. C'est d'ailleurs l'un des principaux sujets qu'il aborde. Je veux bien sûr parler du grand remplacement, d'une population française de souche par une population qui serait d'origine extra-européenne. Le grand remplacement, selon l'expression qu'il ne cesse d'utiliser, ça vous choque ? Je me suis exprimé là-dessus. J'ai même écrit un livre entier qui s'appelle « L'art d'être français » et un chapitre est consacré très explicitement à la question de la créolisation. Si vous venez de la droite, que vous êtes de droite et que vous vous appuyez sur les textes de Renaud Camus, le grand remplacement, il existe. Et c'est une abomination de la désolation, etc., etc. C'est le cas de Zemmour. Si vous venez de la gauche, on n'appelle pas ça le grand remplacement, on appelle ça la créolisation. Mais c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Sauf que Renaud Camus, c'est un méchant, et Édouard Glissant, c'est un gentil. Donc, si un méchant dit quelque chose de vrai, c'est faux.
Si un gentil dit quelque chose de vrai, c'est vrai. Moi, j'ai pas de problème avec les méchants, les gentils. J'ai des problèmes avec le mensonge et la réalité. Si la réalité, c'est qu'effectivement, le métissage est généralisé, c'est ce qui s'appelle un grand remplacement chez Renaud Camus, c'est ce qui s'appelle la créolisation chez Mélenchon, une créolisation théorisée par Édouard Glissant. Moi, j'ai lu Édouard Glissant. J'ai lu Édouard Glissant et les textes qu'il y consacre à cette question. Et c'est un peu explosé, mais c'est intéressant de lire ce qu'il dit. Et je ne sais pas si Mélenchon a lu ça. Édouard Glissant dit il n'y a pas d'exemple de créolisation qui ne se soit fait sans violence. Il le dit. Mais on n'est pas sûr que la créolisation, ce soit forcément la violence. Mais il n'y a pas eu d'exemple encore où ça ne se soit pas fait pour la violence. Vive la créolisation, donc vive la violence. Parce que quand il nous dit la créolisation peut se faire sans violence, mais on n'a jamais vu que ce soit passé dans la réalité, ben je conçois que le réel dit que la créolisation, c'est la violence et qu'il assume cette violence parce qu'elle est prétendument révolutionnaire. Bon, Mélenchon, il reprend ça, assez probablement. J'ose espérer qu'il a lu Glissant. Et donc, je trouve étonnant qu'on puisse dire, alors vous êtes plutôt grand remplacement Camus ou plutôt grand remplacement Mélenchon? Plutôt grand remplacement de droite ou plutôt grand remplacement de gauche? Donc oui, moi je dis qu'il y a une démographie, que la démographie des catholiques blancs, etc. s'effondre, que la démographie des populations d'origine arabo-musulmane, pour utiliser le vocabulaire de Rocaille Diallo, est une population qui augmente. Voilà, la démographie, c'est une science exacte. C'est-à-dire vous avez l'abscisse, vous avez l'ordonnée, vous avez le temps, vous avez l'intensité, vous faites un... Quoi, la population blanche va disparaître et puis une population métissée va augmenter. Mais moi je m'en fous. C'est ça qui me distingue de Zemmour ou de Marine Le Pen, ou des gens qui disent qu'il faut inverser la vapeur, il faut faire de telle sorte que la courbe s'inverse. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas, c'est pas possible, c'est pas pensable, c'est le mouvement du monde, c'est ainsi. Imaginons, cas de figure, Éric Zemmour est au pouvoir, il va faire comment? Mais il va faire comment? Il va interdire les mariages mixtes. Il nous dit on va renvoyer les étrangers chez eux. Formidable. C'est des étrangers qui sont nés en France. Leurs parents sont éventuellement nés en France et ce sont peut-être les grands-parents qui sont nés au Maroc, en Algérie ou en Tunisie ou au Maghreb. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, cette remigration n'a pas de sens, cette interdiction du métissage n'a aucun sens, sauf à avoir un pouvoir dictatorial, autoritaire, césarien. Et j'ose espérer qu'il n'en arriverait pas là, Éric Zemmour, parce qu'il me rend en face de lui. Parce que je ne défendrai pas cette thèse-là. Moi, je sais que tout ce qui vit meurt, tout ce qui vit naît, croît, décroît et meurt. C'est le schéma de tout ce qui vit depuis que l'univers est monde. C'est-à-dire que les volcans connaissent cette courbe-là, les moustiques, les mouches, les hommes, les civilisations aussi. Et donc, Éric Zemmour et Marine Le Pen sont dans la position de quelqu'un qui dirait, d'un médecin qui dirait, un monsieur qui a 99 ans, qui est dans ses derniers jours, qu'il connaît la potion, le remède magique, et qu'il va lui infliger cette potion-là, et qu'il peut lui promettre que l'an prochain, il pourra faire le marathon de Paris, ou de New York. Eh bien, ça ne marche pas. Vous savez très bien, vous dites non, excusez-moi, mais ce monsieur va mourir parce qu'il est en âge de mourir, et son état est qu'il mourra. Il en va de même pour les civilisations. Donc les gens qui nous disent combat d'identité, combat de civilisation, il faut sauver la civilisation, c'est maintenant ou jamais, votez pour moi, la prochaine fois ce sera trop tard, et moi j'inverse la courbe. Mais non, on n'inverse pas la courbe de l'histoire, c'est éventuellement la courbe de l'histoire qui nous renverse, mais je ne crois pas que Zemmour, c'est une façon de parler quand je dis je ne crois pas, hein, je suis sûr, disons-le plus précisément, que Zemmour et Le Pen au pouvoir gouverneraient comme Chirac a gouverné, ou gouverneraient comme... je ne sais pas, comme Fillon aurait gouverné. Donc je ne vais pas voter pour ces gens-là, ça n'est pas mon monde. Moi je pense que si la civilisation s'en va, la crainte n'est pas une espèce d'envahissement par l'islam, c'est pas ça la crainte, c'est que... Alors l'islam peut très bien nettoyer une Europe qui va cesser d'être judéo-chrétienne, c'est ce qui se passe, mais au profit d'une Europe maastrichtienne qui est déjà extrêmement puissante avec le politiquement correct, le wokisme, etc. Parce que le projet de ces gens-là, c'est très précisément le transhumanisme. Donc pour moi, la menace, c'est pas qu'une femme porte un voile ou qu'un garçon s'appelle Mohamed et pas Joseph. La menace, pour moi, c'est le transhumanisme. Et là, je ne vois personne sur ce sujet-là. D'ailleurs, y aurait-il quelqu'un qui nous dirait « Votez pour moi, j'empêcherai le transhumanisme ?» Je dirais « Vous mettez le doigt dans l'œil, c'est la même chose avec l'islam. Vous ne pourrez pas grand-chose parce que le transhumanisme, il est en route. » Il n'y a pas eu par hasard le Covid en Chine. Hein. Si en Chine, il s'est passé ce qui s'est passé, c'est parce qu'eux travaillent à fabriquer des chimères, des trucs un peu bizarroïdes, mais comme tout est clos, fermé, qu'on ne sait pas comment la Chine travaille au transhumanisme, évidemment, on peut toujours imaginer qu'elle n'y travaille pas.
J'aimerais revenir un instant, vous parliez donc aussi de toutes ces références historiques, culturelles, philosophiques. Il y a un point au moins sur lequel tout le monde est unanime. Éric Zemmour cloue au pilori beaucoup de ses débatteurs avec en tout cas cette connaissance historique qu'il partage d'ailleurs avec vous. Vous êtes critique sur l'offre politique aujourd'hui en 2021. Les hommes politiques d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec ceux d'avant. Je pense à François Mitterrand, Jean-Marie Le Pen. Vous diriez que c'était une autre dimension? Non, je pense que le dernier grand homme politique, c'était le général de Gaulle. C'est-à-dire que je n'inclus pas... Qui était droite d'ailleurs, on le rappelle, non? Non. En 1960, il était plutôt droite, le général de Gaulle. Ça dépend sur quoi. Et ça dépend ce que vous appelez 1960. Mais... Enfin, c'est quand même pas le symbole de la gauche. Moi, j'ai toujours dit que de Gaulle était un homme de gauche soutenu par la droite, et Mitterrand un homme de droite soutenu par la gauche. Vous pensez que Mitterrand était de gauche? Et pourtant, on pense que Mitterrand est de gauche. Le général de Gaulle, je ne sais pas si vous connaissez ses propositions sur la participation, par exemple. Non, personne ne parle de la participation. La participation, c'est une théorie de gauche. La décentralisation, la régionalisation qu'il avait en projet en 68, pour répondre à 68, c'est une réforme de gauche. Le droit de vote aux femmes, c'est lui. La pilule, c'est lui, je le rappelle quand même, le général de Gaulle. La pilule, c'est pas après mai 68, c'est Lucien Neuwirth, qui était un député, sénateur, enfin un parlementaire gaulliste. La résistance, c'est quand même pas de droite, c'est pas de gauche non plus, parce qu'effectivement à l'époque le Parti communiste lui collabore. Mais je veux dire qu'il y a une espèce d'obsession. Général de Gaulle, c'est le chien de Pavlov. Hop, immédiatement on se met à saliver. Général de Gaulle droite, Mitterrand salive gauche. Non, pas du tout. De Gaulle, il dit, il y a ceux qui pensent platement que la métaphore elle est horizontale. Il y a la gauche, il y a la droite, c'est formidable, et puis après vous avez l'extrême gauche, puis vous avez l'extrême droite, puis bon, voilà. Et lui, il dit, mais moi, ma métaphore, elle n'est pas horizontale, elle est verticale. Il y a ceux qui défendent la France et ceux qui ne la défendent pas. Et si vous défendez la France, peu importe que vous soyez de droite ou de gauche, je vous rappelle quand même qu'en 1946, dans son gouvernement d'après la Libération, et un peu plus tard en 1947, on trouve Maurice Thorez, qui avait été condamné pour désertion et qui a passé une partie de sa guerre en Union soviétique, tranquille, à manger du caviar et à boire de la vodka, pendant que son parti collaborait. Je rappelle que le pacte germano-soviétique, c'est très exactement ça. Je renvoie les gens aussi à ce qu'était Guy Môquet, je ne vais pas revenir là-dessus, sinon c'est encore un tombeau d'injures et d'insultes, mais allez voir pour quelle raison Guy Môquet a été emprisonné. Il ne l'a pas été parce qu'il était résistant, mais parce qu'il distribuait des tracts défaitistes en vertu du pacte germano-soviétique, ce que son père faisait déjà précédemment. C'est-à-dire que quand il est abattu par les Allemands, il est fusillé par les Allemands, il ne l'est pas comme résistant, il l'est comme un personnage qui était en prison le jour où on prend des otages, et le Parti communiste qui veut faire oublier ces 2 années de collaboration va en faire un héros de la résistance en disant « Regardez, nous résistions dès les premières heures ». C'est faux. Ils se sont mis à résister après qu'il y ait Barbarossa, c'est-à-dire après que le pacte germano-soviétique ait été rompu unilatéralement par Adolf Hitler qui rentre directement en Union soviétique. Guingouin, oui, Guingouin, voilà, un communiste résistant, mais qui l'a fait contre son propre parti. Donc le général de Gaulle dit « Moi je prends Mitterrand, dont je sais qu'il a la francisque, qu'il a été vichyste, maréchaliste, je prends Thorez, dont je sais que, etc. Et je rassemble tout le monde. Je ne vais pas dire social-démocrate, socialiste, d'extrême gauche, de gauche, communiste, je ne sais pas quoi. Il dit, vous voulez défendre la France, on y va. Et ça, c'est ce qui fait la différence. Donc en ce sens, je suis gaulliste. Pourquoi suis-je, pour le coup, disons-le comme ça, gaulliste de gauche? Parce que je suis gaulliste de gauche. Souverainiste de gauche. Oui, souverainiste de gauche, oui. Hugolien, c'est ma gauche, la gauche de Victor Hugo. À l'époque, au 19e siècle, il y avait des enfants dans les mines. Et les veines des mines, vous savez, parfois, elles sont très petites, et on mettait les enfants à creuser, parce qu'effectivement, les adultes, c'était compliqué d'aller creuser, et les petits enfants pouvaient aller taper dans la veine de charbon, et on remontait le charbon, et voilà. Et la gauche de Victor Hugo dit, mais les enfants, c'est fait pour aller à l'école. C'est pas fait pour être mineur à cet âge-là. Donc on sort les enfants des mines, et on les met à l'école. C'est ça, être de gauche. La droite dit quoi? Elle dit, mais attendez, vous allez nous fusiller nos prix de revient. On va moins produire, on va moins bien produire, et dans la configuration européenne, le charbon allemand, britannique, va être plus concurrentiel, et non, on va perdre de l'argent, donc on laisse les enfants au fond des mines. Eh bien c'est ça, je pense que théoriquement, et ça a cessé, la gauche a cessé, mais théoriquement la gauche elle était du côté des plus petits, des plus simples, des plus humbles, des plus modestes, des gens qui n'ont pas la parole, des enfants aujourd'hui. Les enfants, c'est quand même la gauche qui pense qu'on peut aujourd'hui acheter des enfants, qu'on peut acheter des ovules, qu'on peut acheter des spermatozoïdes, qu'on peut louer des utérus. Ça vaut 200, 300 000 euros un enfant, ça dépend des endroits.
Si vous allez dans des endroits où vous avez des pauvresses, en Ukraine par exemple... c'est pas autorisé en France. C'est pas autorisé en France, mais quand vous revenez avec un enfant acheté, vous n'allez pas en prison. Hein. Et on peut lui faire avoir des papiers français. Et puis vous pouvez obtenir les papiers français. Donc ça, c'est le en même temps de Macron, c'est pas autorisé, mais c'est pas interdit non plus. Ça a été le cas de Marc-Olivier Fogiel, ça vous avait choqué? C'est le cas d'un certain nombre, oui, dont celui-ci et d'autres. Non, ça choque d'autres qui... Enfin, peu importe. Mais moi, oui, ça me choque. Je veux dire, je suis pour que les homosexuels puissent se marier, parce que là encore, on dit oui, on ferait, il est homophobe, et puis etc. Alors, entendons-nous bien, je ne suis pas homophobe, je pense que les homosexuels peuvent se marier, et je pense que les homosexuels peuvent éduquer des enfants. La chose étant dite, je pense que ces enfants n'ont pas à être achetés, vendus ou fabriqués sur mesure. C'est ce que je dis. J'ajoute donc que ces enfants, on peut facilement les trouver dans des orphelinats où ils auront été abandonnés. Je peux comprendre qu'une femme puisse avoir des raisons psychosociales de ne plus vouloir d'enfant quand elle a 9 mois, mais je ne comprends pas qu'elle tue cet enfant, qu'elle fasse tuer cet enfant. J'ai appelé mon copain, un de mes copains, chirurgien, je lui dis mais ça se passe comment? Il me dit tu inventes ce truc, c'est pas possible. Je lui dis écoute, vérifie. On était ensemble en vacances. Le lendemain matin, au petit-déj, il me dit j'ai vérifié, j'ai donné des coups de fil, tu as raison. Je ne te croyais pas hier quand tu m'as dit. Alors ça se passe comment, dites-nous? Alors son copain lui dit eh ben voilà, c'est une seringue et on injecte du chlorure de potassium, je crois, enfin on injecte une substance mortelle et on tue cet enfant dans le ventre de sa mère. De sorte que l'enfant ne naît pas, et puis on ne le tue pas, on tue l'enfant dans le ventre de la mère, qui accouche donc d'un enfant mort, dont on se débarrasse ensuite en disant « il est mort ». Eh bien, je ne peux pas imaginer qu'on puisse faire ça à un enfant de 9 mois. 9 mois, moi, quelques jours. Moi, je suis grand-père. J'ai vu, c'est la fille de mon épouse, qui est devenue ma fille, et qui, au fur et à mesure où elle savait qu'elle avait ce bébé, elle envoyait des trucs. Alors aujourd'hui, il ressemble à un petit pois, aujourd'hui, il ressemble à un radis, aujourd'hui, à une pomme de terre. Enfin, c'était très drôle, puis on voyait cet enfant grandir, etc. Et puis, à un moment donné, où cet enfant, il est en... parce que vous avez le spermatozoïde, vous avez l'ovule, puis vous avez l'œuf, puis vous avez le fœtus, etc. C'est pas la même chose. Je défends toujours l'avortement, entendons-nous bien. Je dis simplement que dans ce processus évolutif, il y a un moment donné où cet amas de cellules, ça devient un être vivant. C'est le moment, dis-je, et j'avais dit dans un livre qui s'appelait Féeries anatomiques, auquel je n'ai rien à redire, et que, je ne sais plus quelle est la semaine, mais il y a une semaine très précise où l'enfant est en interaction avec le monde. Dès qu'il est en interaction avec le monde, ça cesse d'être un vivant, enfin, de n'être qu'un vivant, c'est aussi un humain. Autant je peux imaginer qu'on puisse avorter du vivant, autant je ne peux pas comprendre qu'on puisse avorter de l'humain. C'est pas exactement la même chose. De la même manière qu'à une autre extrémité, si vous avez 20 ans, vous êtes un jeune garçon magnifique, intelligent, brillant, etc., vous avez une moto, vous ratez un virage, vous êtes mort cérébralement. Eh bien, vous n'avez plus de cerveau, vous n'avez plus rien du tout. Une partie du cerveau a sauté, et puis, voilà. Vous êtes toujours vivant, vous avez cessé d'être humain. Alors vous avez de l'humain derrière vous qui fait que vous n'êtes pas le même humain que celui qui sort du néant et celui qui va y entrer après avoir qui sort du néant sans avoir eu de vie et celui qui va y entrer en ayant une propre existence. Donc je suis pour la même raison pour l'euthanasie. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où vous avez du vivant et dans le vivant il se taille de l'humain. Entre le vivant et l'humain, il y a un moment pour l'avortement. Entre le vivant et l'humain, il y a un moment pour l'euthanasie. Même des gens qui diraient, mais c'est plus une vie, comme on dit parfois, c'est plus une vie de vivre ce que je vis. J'ai perdu ma compagne avec qui j'ai vécu pendant 38 ans d'un cancer. Il y a un moment donné où vous pouvez dire, bon, j'aimerais bien qu'on en arrête, c'est plus une vie, je ne peux plus vivre comme ça, quoi. Et donc, toutes ces choses-là sont susceptibles d'être pensées dans la perspective de la droite et de la gauche. La gauche, théoriquement, elle est du côté des gens qui n'ont pas la parole, qui n'ont pas la possibilité de parler. Infants, l'étymologie d'enfant, c'est qui ne parle pas. Eh bien, j'estime que la gauche, elle était théoriquement du côté des gens les plus simples, les plus modestes, ceux qui n'avaient pas la parole, depuis Bernard Tapie, Mitterrand, etc. Bernard Tapie, quel héros ça a été quand il est mort. Ça vous a fait un choc que Bernard Tapie décède? Pas du tout. D'abord, il était humain, il avait un cancer, il est mort, il est mort. Non, mais ce que je veux dire, ça vous a touché? Non, ça me touche pas du tout. Ça me touche parce que humainement, je veux dire, son combat contre la maladie, ça ne vous a pas touché? Vous savez, on peut toujours dire à la télévision des choses qu'on ne dit pas forcément dans la vie quotidienne. C'est un homme c'est un bravache. Vous savez, on peut dire 3 minutes des trucs à la télévision et puis vivre le contraire quand on est chez soi. Paix à son âme, il vient de mourir. Il y a des parents, il y a des enfants, il y a une épouse qui sont des gens affligés. Je ne veux pas revenir là-dessus. Et je sais ce que c'est qu'un cancer, je sais ce que c'est que perdre quelqu'un d'un cancer, donc je ne voudrais pas blesser cette famille, ce que je viens déjà, hélas, de faire pour elle. Mais l'homme politique était une catastrophe. Le personnage est un escroc total.
présenter un escroc comme un héros. Ça a été le héros de la gauche dans les années 80. Je vous rappelle quand même que Mitterrand fait son ministre de la ville, qu'on nous présente ce type-là comme un héros moderne en disant mais la gauche, l'entreprise, le capital, les bénéfices, les profits, tout ça doit pouvoir se réconcilier. Il y a un monsieur Geoffrin qui trouve ça formidable. Dans Libération, on fait un truc qui s'appelle Vive la crise, où on a Yves Montand, qui était dans les chantiers de jeunesse quand il était jeune homme, qui était stalinien par la suite et qui devient libéral à ce moment-là. C'est payé 8 millions d'euros, 8 millions de centimes à l'époque pour intervenir chez Madame Sinclair pour nous dire salaud de pauvres, salaud de pauvres. Vous êtes des chômeurs, salauds de chômeurs. Bossez. Bossez, vous n'avez qu'à bosser et créer votre entreprise. Quand c'était Raffarin qui disait « il faudrait que les gens créent leur entreprise, il y aurait moins de chômeurs », on disait « quel salaud ». En parlant de ça, il avait traité de salaud aussi les électeurs de Jean-Marie Le Pen. Mais bien sûr. Ça vous avait choqué, ça? Moi, je ne traite les électeurs des gens jamais de salauds. Je comprends toujours qu'il y ait des gens pour voter pour qui que ce soit. Je comprends qu'il y ait des électeurs de Florence Artaud, de Nathalie Arthaud, pardon, ou de Philippe Poutou, qui ne sont pas des gens que je méprise, même si je pense qu'ils se trompent, mais je comprends pourquoi ils le font. Je comprends pourquoi des gens, j'en rencontre aussi, il y a plein de gens qui m'arrêtent dans les trains, dans la rue, et on parle des électeurs de Mélenchon, et qui sont des gens que je ne méprise pas. S'ils me disent « ouais, enfin, vous parlez tout le temps de Robespierre, de Castro, nous on s'en fout, etc. » Oui, je comprends très bien. Donc je comprends toujours que quelqu'un vote, ne vote pas ou vote ce qu'il vote. Et je ne traite jamais de salaud, ou de fumier, ou d'ordure, tel ou tel, parce que c'est s'interdire de les comprendre, de comprendre les raisons qui font que des gens mettent à un moment donné leur espoir dans une personne qui leur dit, on avait parlé du populisme tout à l'heure, moi j'ai le souci de vous. J'ai le souci de vous. Alors qui représente cette gauche que vous souhaiteriez peut-être voir revenir au pouvoir? Aujourd'hui, personne. Jadis, Jean-Pierre Chevènement, qui est un ami. Aujourd'hui, personne. Non. Ben non, regardez. C'est sinusoïdal, quelqu'un comme Montebourg. Mélenchon, il a un trajet personnel. Ah, ça aurait pu être Montebourg, en tout cas, par moment. Non, ça aurait pu être Montebourg il y a plusieurs années quand il était sur une logique un peu souverainiste. Mais il y a quelque temps, il a dit « je ne suis pas souverainiste ». Puis après, il s'est dit « ah mince, si j'y vais, je vais peut-être me fâcher avec les souverainistes ». Il a dit « bon, c'est pas exactement ce que j'ai voulu dire, etc. » Bon, tout ça n'est pas très crédible. Et puis, moi, j'aime les gens qui démissionnent. Mitterrand est un salaud, il a tué la gauche, il a fait de telle sorte que le Parti socialiste devienne un parti de petits bourgeois qui défendait les idées de Valéry Giscard d'Estaing. Mais bon, lui, il le faisait pour des stratégies personnelles. Ça lui permettait d'avoir des femmes, du caviar, des fruits de mer, la cave de l'Élysée, l'hélicoptère qui lui permettait d'emmener ses maîtresses, une fois celle-ci, une fois celle-là. On en a retrouvé une là, qui avait 30 ans, 50 ans de moins que lui, je crois. Bon, ça lui permettait tout ça, Mitterrand. C'est le trajet de Mitterrand. On dit « oh, quel personnage romanesque », etc. Je ne trouve pas que ce soit très romanesque, ou alors vraiment des mauvais romans. On se dit que Mitterrand ait fait ça pour lui-même, on le comprend, mais tous ces socialistes, il n'y en a pas un, il y en a très peu qui ont dit « attendez, monsieur le Président, on ne peut pas faire ça ». Non, il y avait des postes. Il y avait des postes, donc il y avait de l'argent, et on pouvait partager le plateau de fruits de mer, on pouvait partager les avions du glam, on pouvait partager les caves présidentielles ou préfectorales, ministérielles, etc. C'est la gauche caviar, c'est pas ma gauche, moi. Je veux dire, c'est pas ma gauche, c'est pas possible que je défende ces gens-là, parce que pour moi, ils se comportent comme des gens de droite, et quand je le dis aujourd'hui, je ne suis pas de gauche, je ne suis pas solidaire de ces gens-là, je ne bouffe pas le caviar avec eux, donc je suis de droite, donc d'extrême droite, hein, on connaît la logique. Alors justement, la transition est facile, le dernier numéro de votre revue Front Populaire est intitulé « Macron, droit d'inventaire », un hors-série, dans lequel vous dressez, je suppose, un bilan du quinquennat. C'est quoi ce bilan du quinquennat Macron, selon vous, Michel Onfray? Il faudrait prendre tous les ministères et puis dire culture, éducation, armée, étrangère, politique étrangère, etc., politique industrielle, tout. Rien ne va. Rien ne va. C'est-à-dire que il y avait au moins un semblant chez Sarko et chez Hollande, il faisait semblant, mais lui il ne fait pas semblant. C'est-à-dire que, et en plus de ça, on ajoute ce que j'appelle une antidialectique, c'est le titre de mon texte, c'est ce fameux « en même temps ». Nous sommes ici, mais en même temps nous ne sommes pas là. Formidable, il faut le faire. Et donc mais Macron, il fait la politique du « en même temps ». C'est catastrophique surtout. Dès qu'il dit un truc, moi je peux prendre le pari, hein, je gagnerai des caisses de champagne, mais dans les 48 heures, il va dire le contraire. Ou un ministre va dire le contraire. Et puis il redira encore autre chose après. Donc c'est terrible, c'est-à-dire que ça c'est un truc de fou, au sens vrai du terme, hein. C'est-à-dire c'est pas une façon de parler, c'est un truc de fou, de penser qu'on est là et on n'est pas là en même temps, que je suis vivant et mort en même temps, que j'ai mon âge mais que j'ai 30 ans de moins quand même, etc. Et donc ça rend fou le pays.
Le pays est devenu fou. On est au bord de la guerre civile parce que c'est plus du tout gouverné, c'est plus du tout géré. Il nous dit, nous allons être impitoyables. Et puis 2 jours après, on le voit en train d'accueillir des gens qui font des galipettes à l'Élysée, ou de se faire photographier avec des gens qui font des doigts d'honneur, ou etc., etc. Je me dis, mais ça marche plus, quoi. C'est toujours un jeu à somme nulle. Il dit une chose, il dit le contraire, somme nulle, on bouge pas. Mais ne pas gouverner la France pendant 5 ans, c'est la laisser partir à volo. Donc si on veut vraiment faire un bilan en disant le quinquennat a généré quoi? Une espèce d'hystérisation de la France, une paupérisation de la France. Marx avait raison d'expliquer la paupérisation en disant que c'était des riches de plus en plus riches, de moins en moins nombreux, des pauvres de plus en plus pauvres et de plus en plus nombreux. C'est le cas. S'il faut le dire en une formule, le quinquennat de Macron, c'est la paupérisation, l'augmentation de la paupérisation. Voyez ce qu'il a fait aux Gilets jaunes. J'allais en parler, voilà, justement. Vous pensez que les Gilets jaunes, ils ont encore un avenir? Les Gilets jaunes, ils ont été mangés, détruits, bouffés tout cru par la CGT, par Mélenchon, par l'extrême gauche. Parce que pendant 3-4 semaines au départ, c'était quand même beaucoup de mépris. Moi, j'ai souvenir d'Éric Coquerel qui parlait des Gilets jaunes tout au départ. C'était vraiment la Ligue de l'humanité. C'était des lepénistes, c'était etc., etc. Et puis, quelques temps plus tard, ils se sont dit, mince, ça marche ce truc, et si on pouvait prendre le train en marche, prenons-le, quoi. On est allé le voir, on va vous apprendre à parler, à faire un discours, à faire des banderoles, on va vous prêter le camion de la CGT, on va vous prêter le mégaphone du syndicat, et puis il faut venir à Paris, puis il faut descendre, etc. Et les gens, dès que les Gilets jaunes ont quitté les ronds-points, ils se sont suicidés. Dès qu'ils sont arrivés à Paris, ils étaient entre les mains des gens qui ont dit on va les instrumentaliser. Macron instrumentalise les Black Blocs, il laisse faire. Moi je vois devant ma télévision des gens qui sont en train d'enlever des pavés devant l'Arc de Triomphe. Si vous pouvez pendant 45 minutes enlever des pavés, alors que moi je vois ça sur ma télé et que la préfecture de police ne le voit pas, c'est qu'il y a un truc. Si vous enlevez des pavés, ils vont finir sur la tête des policiers, ils vont finir sur des vitrines, ça me paraît évident. Si vous voulez que ça ne finisse pas sur la tête de la police ou sur les vitrines des magasins des Champs-Élysées, bah, vous intervenez, vous dites non, vous ne faites pas ça. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Parce que Macron a instrumentalisé les Black Blocs qui eux-mêmes instrumentalisaient les Gilets jaunes, et ça a été pour lui une façon, du moins l'a-t-il cru, d'éteindre un incendie alors que les braises sont toujours là, les gens sont toujours pauvres. Noël va bientôt arriver. Et la question du pouvoir d'achat reste la question principale, avant l'immigration d'ailleurs, d'après les sondages. Oui, alors les sondages, permettez-moi de douter des sondages. J'ai un monsieur là, à qui j'ai dit ça un jour en sa présence, il était directeur de je ne sais quel institut de sondage. À chaque fois que je le croise maintenant, il regarde dehors, à côté, en face, je ne sais pas quoi, puis il me déteste souverainement, mais il n'a surtout pas envie de me parler. Ce monsieur travaille à Europe 1 aussi. Mais moi, si j'ai été patron d'un institut de sondage, j'aurais honte de ne pas avoir prévu que Jospin ne serait pas au 2e tour, que Le Pen ne serait présent au 2e tour, etc., etc. Ils ont tous prévu ce qui a foiré, ce qui a raté. Ça fait des années, ces gens-là se trompent sur tout. Puis après, il y a des variables d'ajustement. Vous pensez qu'Éric Zemmour, ça peut être une bulle? Oui. Tout est possible parce que il va se passer des choses dans les 6 mois qui viennent. Et à un moment donné, les Républicains vont choisir leur candidat. Si c'est Barnier, est-ce que Bertrand y va quand même? Comment va se comporter Pécresse si ça n'est pas elle? Si c'est Pécresse, que fait, etc., etc. Bon, de ce côté-là. Après ça, il y a un moment donné où il va falloir rentrer dans le dur. Il va bien falloir que Éric Zemmour finisse par dire qu'il est candidat ou qu'il ne l'est pas. Quand il dira qu'il l'est, il dira son programme politique. Ce ne sera pas juste des grandes envolées lyriques à la, je sais pas, à la Maurras, à la Bainville ou à la Taine, à la Hippolyte Taine. Ce qui est d'ailleurs toujours plaisant à entendre intellectuellement. Mais ce sera, alors je fais quoi sur le chômage, sur la misère, sur la pauvreté, sur le pouvoir d'achat, etc. Si on dit ah mais je vais faire un petit peu de gauche, là on va faire sauter le permis à points et vous allez pouvoir rouler à 90 km/h, voire sur l'autoroute sans limitation sur certaines portions, etc. On parle pas au peuple comme ça. La question sociale doit être le centre de cette campagne? Pour moi, oui. Et d'une certaine manière, si on veut distinguer la droite de la gauche, si la question sociale est au centre, c'est qu'on est de gauche, si la question identitaire est au centre, c'est qu'on est de droite. Je ne dis pas que la question identitaire ne doit pas être importante. Mais la priorité, c'est ça. La priorité, c'est pas de faire que des femmes se dévoilent dans la rue. J'ai un peu honte quand on fait faire ces choses-là, quand on fait faire se déshabiller des femmes d'une certaine manière. Ça vous a choqué cette séquence où vous faites référence à cette séquence d'Éric Zemmour face à cette dame à qui il a demandé d'enlever son voile? Oui. Alors,
Là encore, hein, il n'a pas demandé à ce qu'elle... C'est pourquoi je suis toujours... Je fais tellement l'objet de ce il lui a genre. demandé d'enlever sa cravate et il lui a dit si j'enlève ma cravate, vous enlevez votre voile. C'était votre foulard est un signe de religieux. Et elle lui dit mais non, pas du tout, c'est un truc de civilisation. Elle lui dit mais non, pas du tout, ça veut dire ça. Mais il dit mais non, c'est comme votre cravate, etc. Oui, mais vous ne pouvez pas enlever votre voile, mais si vous enlevez votre cravate, mais j'enlève ma cravate, j'enlève mon voile. C'est un jeu, hein, quand même. C'est un jeu dialectique, je dirais. Et alors au final, ça vous a choqué? Oui, on fait pas ça. Je veux dire, on fait pas. Cette femme a subi d'ailleurs les foudres des réseaux sociaux, elle a été menacée. C'est terrible. Moi j'ai pensé que Zemmour s'en prendrait plein la figure. C'est finalement cette femme qui s'en est pris plein la figure. Ce qui d'une certaine manière donne raison à Zemmour. Mais on se dit, n'humiliez pas cette femme, quoi, ni de part ni d'autre. C'est-à-dire on ne demande pas à cette femme de... On dit certes sur le voile qu'elle porte, en lui disant qu'on aimerait qu'elle l'ôte, etc. Et peut-être éventuellement, vous avez vu la façon dont Morandini a fabriqué l'émission. Hein. On a cherché un prix de justice, on a recherché quelqu'un qui porte le voile, on a recherché un boucher halal, puis à chaque fois on y est allé pour faire du buzz, parce qu'il s'agit... Parce que tout était préparé finalement. Mais tout était préparé, puis on voulait le clash. C'est ce que veut M. Morandini, je crois. Je sais pas, il m'invite jamais, il m'a jamais invité. Mais pour le peu que j'ai pu voir de ses émissions, il commence son émission en disant que c'est libre de politiquement correct. C'est très drôle quand même, une grande émission de politiquement correct. Et puis après, c'est les audiences. Les audiences ceci, les audiences cela, etc. Bon, alors il y a toute une mécanique, c'est-à-dire qu'il fait l'émission, ensuite il réinvite les invités qu'il a eu dans l'émission qui a fait le clash la veille. Oui, mais vous savez, Éric Zemmour il est bankable, il est bon client. On l'invite et il y a de l'audience. Il n'y a pas un patron de chaîne qui n'ait pas envie d'avoir d'audience. Ça paraît évident. Donc après, s'ils font de l'audience avec Zemmour, ils font de l'audience avec Zemmour. Mais vous aurez proposé d'animer une émission sur CNews quotidiennement comme il l'a fait. On l'a fait. J'ai refusé. À la rentrée dernière, j'ai refusé d'être éditorialiste à Europe 1, à CNews, à Sud Radio, je ne sais plus encore où, à BFM. J'ai refusé. J'ai refusé. Les gens disent on ferait, il est partout. Je dis je pourrais être encore plus partout, puisque je pourrais vraiment être tous les jours et payer très cher. Parce qu'à chaque fois que je viens, je me fais toujours avoir. Je ne devrais pourtant pas, à l'âge que j'ai. Mais je viens parler d'un livre. Non, je viens vous pouvez prouver. Je viens parler d'un livre et en gros, l'autre jour, on m'a fait tenir 2 heures d'antenne avec d'autres personnes sur un plateau. On me demande de faire l'éditorialiste et de faire l'expert. Je donne les expertises qui sont les miennes sur tous les sujets. Et il y a ici des gens qui sont payés pour ça. Et moi, juste à la fin, on dit ah oui, vous avez aussi fait ce livre, etc. Et donc, j'ai quand même arrêté de faire ce genre de choses parce que je ne suis pas un éditorialiste. Je viens parler des livres que j'ai écrits et qui ne sont pas forcément en relation avec l'actualité. Et je refuse ça. Mais ça, ça va pas se dire dans l'IB, hein. C'est pas ou dans Le Monde ou dans Télérama ou je ne sais quoi. Quand j'ai fait une université populaire et qu'il y avait 1200 personnes à chaque cours, il n'y avait pas de papier dans l'IB. Hein. Quand j'ai fait la même chose au Zénith de Caen et puisque le maire de Caen m'avait pendant 3 années s'est arrangé pour pas me trouver de salle, c'était une façon de tuer l'université populaire, et que j'ai fait mon cours au Zénith pendant que le type qui s'occupait du Zénith a piqué l'enveloppe qui devait servir à la publicité, donc sans pub. 1200 personnes le matin, 1200 personnes l'après-midi, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Pas de papier, là, pas de papier dans l'IB, pas de dire il y a quand même 15 000 personnes qui sont venues. Non, pas du tout. Ça n'existe pas dans la presse. Donc je ne veux pas être journaliste. Je ne veux pas être un éditorialiste bien payé. Ils sont bien payés, hein, les machins, les bidules, les intels, etc. Vous allumez CNews, vous avez les mêmes. Le soir, ils sont là. Le matin, ils sont là. Parfois, sur une autre chaîne, ils sont encore là. Donc je me dis, mais ils sont quand même très doués, ces gens qui, sur 500 sujets, sont capables de donner une expertise. Paf, aujourd'hui, la procréation médicalement assistée. Demain, le changement de politique internationale de Joe Biden. Après-demain, l'emballage de Christo. Ils ont des avis sur l'art contemporain. Ils sont capables de dire pourquoi c'est pas bien, Christo, pourquoi, etc. On dit, mais elle est où votre expertise? Vous la sortez d'où votre expertise sur l'art contemporain? On parle un peu de Duchamp, par exemple. Tenez, on va parler de Duchamp, du futurisme, du surréalisme, de l'art conceptuel, pour savoir juste si votre avis est motivé. Pas du tout. On n'a pas envie d'avoir un avis motivé ou un avis d'expert. Donc je ne veux pas faire partie de ces gens-là. Quand on voit la couverture du Figaro Magazine, il y a quelques temps, qui mettait en une Laurent Ruquier et cette gauchisation de certains médias, alors vous qui êtes justement paradoxalement de gauche, mais qui avez été remercié par Radio France, ça vous inspirait quoi? Vous dites, tiens, il y en a d'autres qui commencent à s'en rendre compte, finalement, il n'est jamais trop tard pour bien faire? Écoutez, je fais, je sais pas, pendant 15, 16, 17 ans, je ne sais plus. Laurent Ruquier, là, qui s'en est même ému.
Oui, et moi mon cours a été enregistré par France Culture et diffusé. Il y avait 1 million de podcasts l'été, 1 million. Aucune radio privée ne s'interdit ce genre de truc. Hein. Et les radios publiques, en revanche, il n'y a aucun problème. Si on peut ne pas gagner d'argent, même en perdre, c'est de toute façon avec l'argent du contribuable, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai été remercié par la directrice de France Culture par un mail qu'elle a envoyé à mon éditeur sonore, Patrick Frémaux. Moi, elle n'a même pas eu le courage de me le dire. Elle m'a même pas envoyé de mail, elle m'a pas envoyé de texto. Comment vous expliquez ça? Elle a fait plaisir à M. Macron, qui n'a probablement pas demandé ma tête, mais dont elle s'est imaginé probablement que si elle a porté ma tête sur un plateau, le jour où il y aurait de la promotion, au sein de Radio France ou je ne sais quoi, peut-être qu'on saurait se souvenir qu'elle a fait ce genre de choses. J'en sais rien. Il faudrait lui demander à elle. Elle prétendait qu'on n'arrivait pas à me joindre par téléphone et que c'est pour ça qu'elle m'a viré. Il n'y a pas eu un papier pour expliquer que j'ai été viré du service public et de France Culture, pas un. Et quand ces journaux-là font des trucs, font des papiers, alors il est question du pauvre Alain Finkielkraut ou du pauvre machin au bidule intel, mais Finkielkraut, il a toujours une émission sur France Culture le matin. Il n'y a aucun problème, il ne s'est pas fait virer de France Culture, lui. Régis Debray, pour lequel j'ai beaucoup de sympathie, il est invité au matinal de France Inter. Moi, je ne suis pas invité au matinal depuis des années. La dernière fois qu'on m'a invité, c'était pour un 1er novembre pour aller parler de la mort. Donc, la Toussaint, il n'y avait personne pour se lever ce matin-là à 8h, et je crois que c'est la dernière fois qu'on m'a invité pour une matinale. Mais je suis interdit du service public. Alors, au service public, de temps en temps, France Inter, le type qui s'occupe de la rubrique gastronomique me prend parce qu'il voudra avoir mon avis sur les huîtres normandes et sur le cidre et les mérites de compagnie du cidre et du poiré. On peut dire, on l'invite sur le service public, hein, quand même. Et donc, oui, je trouve très bien qu'on commence à dire, écoutez, d'abord les comiques de France Inter ne sont pas drôles, ensuite ils sont insultants, méprisants. D'abord le premier devoir avec l'argent de la redevance. C'est-à-dire qu'ils insultent des gens dont ils bénéficient pourtant d'une partie des impôts. Mais moi j'élargis ça de manière plus générale en disant, mais il n'y a pas un journal aujourd'hui qui ne survive grâce à l'argent que lui donne l'État, l'Humanité compris. Parce que globalement, tous ces journaux qui reçoivent de l'argent, au bout du compte, ils nous invitent tous à voter Macron. L'Humanité, Le Figaro, c'est quand même pas la même chose. L'IB, l'Obs, l'Express, Le Point, c'est quand même pas la même chose. C'est pas la même chose, mais in fine, quand on est dans le goulot d'étranglement et qu'il nous reste Macron-Le Pen, pas un de ces journaux nous dit qu'il faut voter Marine Le Pen. Tous nous disent qu'il faut voter Macron. Alors l'Humanité dit c'est passion de Strauss-Kahn avec la pince à linge sur le nez, mais tous finissent par dire bon, il faut voter celui-là. Je comprends bien que l'argent de l'État puisse aller in fine à des journaux qui in fine vont nous dire bon, tout ça c'était fait pour rigoler. Hein. Maintenant, quand il faut vraiment être sérieux, allez, on vote Macron. Hein. Et donc vous parce que vous l'aimez, vous parce que c'est le moins pire. Mais alors au final, vous diagnostiquez quand même l'échec de Macron. Vous pensez qu'il peut être élu? Il a quand même, il a l'argent, les finances, les médias, il a les instituts de sondage avec lui, il est capable, lui, de réunir pour le coup la droite et la gauche. Enfin, la gauche maastrichtienne. Quand on voit Hollande, qui est pauvre garçon et qui n'a rien fait pendant 5 ans, qui vient donner aujourd'hui des leçons, qui n'a même pas pu se représenter, mais il défend la politique de Hollande, Macron, et il défend la politique de Sarkozy. Et il défend la politique de Chirac, qui était celle de Mitterrand en 1983. Depuis que Mitterrand a fait son virage libéral jusqu'à Macron aujourd'hui, c'est la même politique. Alors ça change de style. Vous avez des mous, des durs, des faux durs, vous avez des grands, des petits, des jeunes, des vieux, vous avez des cocaïnomanes, je dis pas qui, vous avez des sportifs. Ah bah si, on veut savoir. Bah, tout le monde le sait. Et donc, c'était pas Mitterrand. Et donc, quand au bout du compte, vous dites, il y a tout ça, il y a quand même une grande diversité démocratique, vous dites, vous rigolez ou quoi? Et ils sont tous d'accord. Quand le peuple dit non au traité européen, le Parti socialiste et les Républicains, c'est-à-dire Chirac d'abord, mais ensuite Sarkozy et puis Hollande, ils sont sur une couverture de Paris Match, copains comme cochons, et puis ils disent, bon, le peuple... Hein. Justement, Sarkozy, bon, il a fait appel, mais il a été condamné quand même, bien qu'il ait fait appel, donc présumé toujours innocent. Ça vous a, là aussi, étonné, surpris? Vous dénoncez une judiciarisation de la vie politique, le pouvoir des juges, ça vous parle? Oui, ça me parle. Je vois bien effectivement qu'il y a une idéologisation de la justice et que la justice dit le droit, elle dit pas forcément le vrai, elle dit pas forcément. Elle est partisane, la justice, selon vous ? Oui, mais c'est évident. Hein. Elle est partisane partout. C'est-à-dire que c'est clair que quand c'est la justice de l'Union soviétique, elle est partisane. Quand c'est la justice des tribunaux de Pinochet, on sait que c'est partisan. Chez nous, on se dit, c'est pas pareil, on a une justice. Mais pas du tout. La justice, elle est aux mains du pouvoir du moment et le pouvoir idéologique du moment. C'est-à-dire, ils sont tous maastrichtiens, ils sont tous défenseurs de l'euro, de l'Europe, du marché, du monde comme il va, etc. etc. Sinon, vous ne faites pas carrière. Hein. Ça vous choque, par exemple, que le ministre de la Justice, je crois, est mis en examen dans une affaire et pourtant il est toujours en poste, Dupond-Moretti? D'abord, être mis en examen, moi je l'ai été mis en examen. Hein, non, mais avant, il y avait une sorte de...
va dire, jurisprudence qui disait que quand un ministre était mis en examen, il devait se retirer. Là, pour une fois, en l'occurrence, c'est le ministre de la Justice, on pourrait s'en étonner quand même. Ben moi, j'avais dit de Raël que c'était un crétin sidéral, donc j'ai été mis en examen pour avoir insulté Raël. D'ailleurs, j'ai perdu, parce que ça n'est pas un crétin sidéral. Et donc, dont acte, la justice a estimé qu'il n'était pas un abruti local, parce que j'ai dit les deux choses différemment, mais j'ai été poursuivi pour une chose et pas pour l'autre. Donc j'ai été mis en examen. D'ailleurs, je ne sais même plus comment ça s'appelle, le procureur, je ne sais pas quoi, qui m'a dit à la fin, bon, je suis obligé, mais j'adore vos disques, j'aime beaucoup ce que vous faites, etc. Mais il a porté plainte avec, je ne sais pas quoi, enfin bon, je suis obligé de vous recevoir, etc. Mais oui, bien sûr que la justice n'est pas juste. La justice, elle dit le droit, et le droit est interprété. Donc en tant qu'il est interprétable, il est interprété par des gens qui sont de droite ou de gauche. Non, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a des tas de rumeurs qui circulent comme quoi il peut y avoir des boules puantes qui vont émerger pour des futurs ou potentiels candidats. On se rappelle de François Fillon qui avait été pris à son propre jeu parce que quand je vous parlais de mise en examen, il avait dit, imaginez-vous, le général de Gaulle, mise en examen. Enfin, voilà, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, un candidat qui serait peut-être... Oui, bien sûr qu'il va y avoir ça. Embêté par des problèmes judiciaires devrait oui, quand Fillon abandonner. dit ça, il n'imagine pas que ce qu'il fait en recevant des costumes, en employant des gens peut-être dans des emplois fictifs, etc., il n'imagine pas que ça puisse être illégal. Parce qu'en gros, tout le monde le fait. Mais Fillon, c'est pas bien, d'accord, mais alors qu'on le dise de tous ceux qui l'ont fait. Et alors, bon sang, là, vous allez peut-être noter sur 500 députés, peut-être 3 ou 4 qui ne le font pas. Tous les autres le font. Donc après, il y a une instrumentalisation de la justice. Enfin, mon ami Régis de Castelnau a écrit un très beau livre là-dessus pour expliquer comment, effectivement, le traitement de l'affaire Fillon a été fait pour dégager la route pour Emmanuel Macron. Donc ça paraît quand même évident. Donc il y a un moment donné, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire quand on saura qui va, quand, comment, ce que sont les programmes, etc., où on se dira, bon, celui-ci, il est dangereux, celui-là, peut-être pas trop. Alors celui-ci, il est dangereux, il va falloir quand même qu'on lui monte un dossier, quoi. La plupart du temps, on monte des dossiers sur des choses un peu vraies, vraisemblables, possibles, potentielles, etc. Quand vous êtes chef de l'État, il y a des moments où il doit vous arriver des rétrocommissions sous forme de valises en liquide. Hein. Ça me paraît évident. Moi, j'ai connu un ministre, je ne vais pas dire qui, paix à son âme, il n'est plus de ce monde, mais qui m'expliquait effectivement qu'une partie de son boulot à lui, c'était d'amener les valises de billets sur les tables présidentielles à l'époque. Donc que Sarkozy bénéficiait de ça, comme Macron, comme d'autres, etc., ça me paraît quand même très évident. Donc maintenant, allez le montrer. Donc évidemment, les enquêteurs... Oui, c'est des sous-entendus assez graves. Mais c'est pas des sous-entendus. Moi, je vous parle de quelqu'un qui me dit effectivement qu'il y a une époque où il a récupéré de l'argent pour permettre à des grands magasins... Et vous pensez que ça s'est perpétué? Ben évidemment. On va pas faire le naïf. Il y a quand même, entre les comptes de campagne... Moi, j'ai dit ça, j'étais prof de philo dans un lycée technique et j'expliquais à mes élèves qu'il y avait des élèves comptables, ce qu'était la double comptabilité. Et le prof de comptabilité me dit, comment peux-tu enseigner une chose pareille? Je dis, mais je leur enseigne le réel. Je leur enseigne pas une fiction. Donc, je dis, bah, voilà, une bonne comptabilité, c'est celle que tu as montrée, puis une autre qui est la vraie. Ça, c'est pour savoir où on en est. Donc, quand on vous dit, oh, on a une enveloppe, mais on va pas déborder sur cette campagne présidentielle, vous rigolez. Bien sûr qu'il déborde, et bien sûr que c'est fait pour ça, et bien sûr qu'il y a de l'argent liquide, et bien sûr que tout ça, il faut bien le trouver quelque part. L'argent liquide, c'est pas juste la militante, le vieux couple de militants qui, à 70 ans, adore Jacques Chirac ou François Mitterrand, et qui fait un petit chèque de 300 €. C'est pas ça qui compte. Ils nous disent, oh, mais c'est ça qui fait notre argent. Pas du tout. Il y a tellement d'argent quand vous regardez ce que ça coûte une campagne. Donc oui, les manières de se procurer de l'argent ne sont pas des manières honnêtes, mais ne faites pas semblant de découvrir. Michel Onfray, on va arriver bientôt au terme de cette émission. Dans votre dernier livre intitulé Auto-da-fé, vous fustigez ce qu'on appelle le wokisme, la bien-pensance. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, alors... notre vieille Europe est une espèce de continent qui a une île à la dérive comme ça, et cette île commence à vivre son autonomie et sa puissance, et elle prend sa revanche sur le grand-père qu'est l'Europe, le vieux grand-père fatigué, ou le vieux parent, ce sont les États-Unis, c'est le mode occidental, c'est-à-dire les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, enfin en même temps les États-Unis. Vous allez fort, hein, vous comparez les autodafés fascistes ou nazis des années 30 aux autodafés au moins symboliques d'aujourd'hui. Pour vous, la gauche woke, ce serait la nouvelle menace fasciste? Alors oui, là il faudrait développer, j'ai fait quand même une préface entière pour expliquer ce qu'était le fascisme de gauche. Ça existe le fascisme de gauche. D'abord j'aimerais bien qu'on fasse vraiment de l'histoire, c'est-à-dire que les gens qui s'en vont retrouver le général de Gaulle le 18 juin 40 ne sont pas les communistes, ne sont pas les socialistes.
Ce sont souvent des gens de l'Action française, ce sont souvent des maurassiens qui le font par nationalisme. Je rappelle que l'Assemblée nationale qui vote les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, c'est une Assemblée nationale qui était celle du Front populaire. Je rappelle que nombre de gens qui ont connu la Première Guerre mondiale et qui étaient des gens de gauche étaient des pacifistes et qui disaient « plus jamais ça, on a connu cette Première Guerre-là, il n'y en aura pas une deuxième, ils sont munichois et en 40, ils sont collabos ». C'est aussi beaucoup de gens de gauche. C'est Alain, c'est Céline, qui sont des gens qui démarrent à gauche. Hein. Même Rebatté, qui sont des gens qui démarrent de ce côté-là. Je rappelle qu'il y a un maréchalisme de gauche, et qu'il y a eu un vichisme de gauche, que nombre de gens qui sont à Vichy sont des gens qui viennent de la gauche. Je rappelle que nazi, c'est la contraction de national-socialiste, et que dans national-socialiste, il y a socialiste, quand même. J'aimerais bien qu'on s'explique sur la présence du mot socialiste dans national-socialisme. Pourquoi c'est une espèce de grand point aveugle? On dit évidemment le nazisme, extrême droite, fascisme, d'accord, mais pourquoi socialisme? Pourquoi national-socialisme? Pourquoi pas nationalisme tout court? Ou national-germanisme, ou j'en sais rien. Pourquoi le mot socialisme? Non, ça c'est des questions qu'on ne pose jamais. Et je dis effectivement qu'il y a des gens qui ont fabriqué un fascisme de gauche. Je rappelle quand même que l'usage du mot fasciste comme d'une insulte, c'est Staline. C'est Staline qui explique que quiconque n'est pas stalinien est un fasciste. Regardez comment le schéma se trouve déplacé chez nous, et comment à France Inter, et etc., ici, ailleurs, là, on use et on abuse de cette idée de fascisme. Vous ne pensez pas comme nous, vous êtes un fasciste, c'est un schéma stalinien. Ce schéma stalinien, il est de gauche. Staline, c'est pas un type d'extrême droite, c'est pas un type de droite que je sache. Il s'allie avec des gens de l'extrême droite, avec Adolf Hitler. Hein. Je dis simplement qu'il y a un moment donné... Et vous restez de gauche. Mais ma gauche, j'ai toujours dit laquelle elle était. Je vous ai donné tout à l'heure les noms des boîtes à chaussures en vous disant que je suis d'aucune de ces gauches-là. Moi, je suis pas communiste, je suis pas socialiste, je suis pas trotskiste, je suis pas maoïste, je suis pas tout ça. Donc moi, ma gauche, elle est coupable de rien. Il y a autant de gauche que non, il n'y en a pas autant français. que non, il n'y en a pas autant que ma gauche, elle est proudhonienne. Je l'ai dit, je l'ai beaucoup dit, mais proudhonienne, qu'est-ce qu'il raconte avec son Proudhon? On dit ah, Proudhon antisémite, disent des gens. Et il a été antisémite, donc c'est normal, Onfray il est antisémite. Tac, cette gauche-là, on n'en parle plus. D'abord. Vous pensez qu'on peut comparer notre époque aux années 30, par exemple? Ah, aux années 30, oui, sûrement. Oui, sûrement. Je n'ai pas dit des autodafés d'aujourd'hui qu'ils étaient ceux du nazisme et du fascisme, mais j'ai dit que ça s'inspirait de cette façon de faire qui consistait à brûler des livres. Et j'ai dit aujourd'hui, d'abord, on en brûle réellement. Je ne sais pas si vous avez vu, ou on en déchire. Je ne suis pas un grand turiféraire de François Hollande, hein, mais François Hollande est venu dans une université pour parler d'un de ses livres, pas celui-ci, mais le précédent, celui d'avant, je ne sais plus. Et il y a des gens qui, à l'antenne, ont déchiré le livre. Donc il y a aux États-Unis, le wokisme, là, ils ont des écoles qui ont prélevé des livres qu'ils ont brûlés. Et avec ces cendres, ils ont fait des trous, ils ont mis la cendre, ils ont mis de la terre, ils ont planté des arbres, parce qu'à partir du négatif, il fallait purifier le négatif et faire du positif, à savoir un arbre. C'est pas moi qui invente ces trucs-là. Le wokisme, c'est ça. C'est-à-dire, on brûle des livres, on interdit des livres, on tire des traits sur des époques entières. L'Antiquité, elle est blanche, nous disent les gens du wokisme, elle est blanche. Socrate, il était blanc, Platon, Aristote, Épicure, ils étaient blancs, le stoïcisme, l'épicurien, ils étaient blancs, les tragédiens grecs, Échille, Sophocle, Euripide, ils étaient blancs, les héros de Homère, ils sont tous blancs, donc il y en a marre des blancs, virez-moi tout ça. C'est un autodafé. C'est cette façon d'interdire l'enseignement des classiques, parce que l'enseignement des classiques, ce serait obligatoirement blanc, patriarcal, etc., etc. Comment peut-on imaginer qu'on peut penser le passé à partir du présent sans commettre un anachronisme? Si vous regardez un péplum, et que vous avez, dans Bénure par exemple, le type il est en train de piloter son char, et d'un seul coup il a une montre. C'est-à-dire, il y a un truc qui ne va pas là. Ça s'appelle un anachronisme. Bénure, il ne peut pas avoir une montre bracelet quand il conduit son char. Eh bien aujourd'hui, on ne fait que ça. On ne fait que des anachronismes, et on voudrait que Aristote ait lu Simone de Beauvoir. On voudrait que Platon ait lu Frantz Fanon. On voudrait que Épicure ait lu Jean-Paul Sartre et la critique de la raison dialectique. Ben non, ça ne marche pas comme ça. Mais comme on n'enseigne plus l'histoire, la chronologie, et que tout est dans une espèce de globi-boulga, eh bien effectivement, toutes ces sottises-là peuvent être dites, et hélas, cette gauche, qui n'est pas la mienne, cette gauche wokiste, cette gauche de la cancel culture, c'est la fameuse gauche d'après Mitterrand. C'est Mitterrand qui dit, bon, et clé en main, il faut nous retrouver une idéologie, parce que là, on n'en a plus, ça marche plus, Jaurès. Et là, on dit, bon, on va faire un truc, là, ça nous vient des États-Unis, on va aller voir les migrants, les musulmans, les femmes, les jeunes, les homosexuels, les trans, etc. On nous refait un peuple, et on y va à partir de ça. Moi, je ne suis pas contre ces minorités. Simplement, quand des minorités veulent imposer la loi aux majorités, ça s'appelle de la tyrannie. Donc la majorité impose sa loi et
quand elle impose sa loi, elle ne méprise pas les minorités. C'est-à-dire, on ne fait pas de politique homophobe, on ne fait pas de politique misogyne et phallocrate, on ne fait pas ça. Mais le fait de voir de la misogynie partout, de l'antisémitisme partout, ça veut dire qu'il n'y en a plus nulle part, et pour le coup, ça peut continuer. En parlant d'antisémitisme, pour terminer bientôt, vous avez déclaré que l'antisionisme pouvait être le masque de l'antisémitisme. Vous maintenez ces propos? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Si vous êtes contre si vous n'êtes pas sioniste, on démantèle l'État d'Israël. Si on démantèle l'État d'Israël, qu'est-ce qu'on fait des Juifs qui sont présents en Israël? Qu'est-ce qu'on en fait concrètement? Il faut être pragmatique en politique. Si on est contre la politique d'Israël, c'est qu'on est antisémite selon vous? Ah non. La présence de l'État d'Israël, voilà, vous apportez bien, c'est pas la même chose. Ah non, le sionisme, c'est pas la politique du gouvernement actuel. Le sionisme, c'est l'existence géographique de la terre d'Israël. Entendons-nous bien là-dessus. Le sionisme, c'est pas l'impérialisme qui pourrait être mené par des politiques israéliennes qui voudraient toujours plus. Maintenant, il faudrait refaire aussi l'histoire de la Palestine, qui est une création, c'est Yasser Arafat qui le dit lui-même, c'est une création soviétique pour mener un combat contre Israël et mobiliser tout un tas de peuples de cet endroit-là. Je rappelle, moi je suis allé régulièrement en Israël. Quand vous vous déplacez en Israël, il y a un moment donné, vous ne savez pas si vous êtes dans un territoire palestinien ou pas, ou ceci, ou cela, vous ne savez pas. Et vous vous dites, mais il y a plusieurs siècles, tous les gens qui étaient là avec leurs troupeaux, c'était des Cananéens, des Palestiniens, mais des Juifs aussi. Et ils ne se posaient pas cette question-là, ils partageaient une même terre, la Jordanie, ce qu'on appelle la Palestine, etc. Et vous dites, mais ils s'entendaient à l'époque. Et il y a eu ensuite de ça toute une série de politiques avec la possibilité pour le peuple d'Israël de se reconstituer sous forme d'État. C'était Theodor Herzl, c'est le 19e siècle, c'est socialiste à l'époque. Hein. Et le socialisme, le sionisme, pardon, il préexiste la Shoah. Quand la Shoah arrive, quand on découvre les camps, on se dit mais qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut, je ne vais pas dire présenter ses excuses ou se faire pardonner? D'un seul coup, le projet sioniste devient d'actualité. On se dit bon, on leur donne une terre. Je rappelle quand même que le nazisme, au départ, avant la Shoah, c'est-à-dire avant Wannsee, avant 1942, avait le désir de déporter les Juifs à Madagascar, sur une île où ils auraient pu faire leur État. Il n'était pas question de les tuer. Eichmann le raconte, on voit ça dans le procès de Eichmann à Jérusalem, d'Hannah Arendt. Il apprend l'hébreu et il travaille au déplacement des Juifs sur cette terre-là. Là encore, il faut penser de manière chronologique. Je pense simplement que les gens aujourd'hui qui ne veulent pas que l'État d'Israël existe, que la terre d'Israël existe, sont des gens qui renvoient le peuple israélien à la mer, comme à l'époque de l'Exodus. Et que oui, il y a eu un antisémitisme chrétien, le peuple déicide, un antisémitisme de gauche, c'était le peuple du capital, Rothschild, etc. Et qu'il y a aujourd'hui un antisémitisme qui est celui de l'antisionisme, qui, comme par hasard, est celui d'un islam qui se porte bien en France. Michel Onfray, dernière question pour clore donc cette émission, et on va remercier encore une fois d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes donc toujours aussi pessimiste sur l'avenir de la France et de la civilisation occidentale que vous appelez judéo-chrétienne? Pessimiste n'est pas le mot que j'utilise. Je dis souvent l'optimiste voit le meilleur partout, le pessimiste le pire partout. Moi, je préfère être un tragique, et le tragique tâche de voir le réel tel qu'il est. Ma vie est courte, et peut-être qu'elle est plus courte encore que je ne l'imagine, et donc je ne verrai pas ce qui adviendra. Je vois simplement que l'effacement de la France... Pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? J'ai le sens de la précarité de mon existence. J'ai 62 ans... 63 bientôt, et on est mortel, et voilà, il ne faut pas s'imaginer, je ne vais pas vous faire le coup du nous avons tort de croire que notre civilisation est immortelle, alors que j'aurais raison, moi, de m'imaginer immortel. Non, je suis mortel. Et donc, je ne sais pas ce que je verrai, mais même projetons-nous dans, je ne sais pas, 30 ans, ça me fait quoi? Non, 20 ans, je verrai des choses, mais je ne verrai pas forcément tout ça s'effondrer. Mais ça s'effondrera, oui, bien sûr, ça me paraît évident. Et je n'en ai... Je ne vais pas dire je m'en fous, je vais dire que c'est ainsi. Je ne suis pas pessimiste en disant oh là là, quelle catastrophe, arrêtons tout ça. Non, c'est le mouvement des choses. J'ai beaucoup aimé mon père qui est mort à 88 ans, c'était le sens des choses. Et j'étais pas pessimiste ou optimiste sur ce sujet-là, j'avais le sens du réel en me disant, bon, voilà, il aurait pu vivre peut-être 10 ans encore, 98, il aurait pu le faire, il l'a pas fait, c'est ainsi, mais c'est le mouvement naturel des choses. Les hommes naissent, vivent, meurent, etc., les gens qu'on aime, et les civilisations qu'on aime, c'est la même chose, et il est normal que notre civilisation disparaisse, elle a quand même un petit 20 siècles, je dirais, quand même, 16, 17, 18 siècles, enfin, c'est quand même plutôt pas mal, eu égard à ce qu'ont été les civilisations dans l'histoire de l'humanité. Il y aura autre chose, je crains que ce soit le transhumanisme.
Je ne sais pas si ce sera ça. Vos arrière-petits-enfants vous ne le diront peut-être pas, mais le verront sûrement. Michel Onfray, un grand merci d'avoir accepté cette invitation dans Les Incorrectibles. On rappelle donc que le dernier numéro de Front Populaire, un hors-série, est en kiosque. C'était comme toujours un plaisir de vous recevoir. Si vous, amis d'Internet, avez apprécié cette émission, alors n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce levé, et si vous le souhaitez et que vous le pouvez, bien sûr, à nous aider financièrement via le lien Tipeee sous cette vidéo. On se retrouve dimanche prochain à 18 h en exclusivité ici pour un nouveau numéro des Incorrectibles. Au passage, un grand merci aussi à Pooch qui m'a reçu cette semaine. Très bonne semaine à tous et surtout, restez incorrectibles.